retour de leur nouveau projet. Et dans ce cadre, j'organise des challenges d'innovation qui sont aussi appelés hackathons, qui sont aussi appelés ateliers d'intelligence collective, où nous utilisons le design thinking dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le design thinking, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui nous vient du domaine du design. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le design, c'est pas seulement des designers qui font de super jolis meubles. Il y a des designers dans à peu près tous les segments de l'industrie sur des objets que vous allez avoir entre les mains tous les jours. Donc, par exemple, qui vont faire le design d'une application, qui vont faire le design d'une voiture, donc l'aspect extérieur et intérieur d'une voiture. Donc, tout ce que vous voyez tous les jours dans votre quotidien. Et ces designers ont développé une démarche de créativité pour innover qui s'appelle le design thinking. Donc, c'est une démarche qui est vraiment tournée autour de l'humain, autour de l'utilisateur, pour se mettre à la place de l'utilisateur, comprendre son mode de fonctionnement et pouvoir développer donc, des produits et des services qui sont le plus adaptés aux utilisateurs grâce à la co-création. Le principe du design thinking, c'est de passer par 5 phases successives pour pouvoir émettre de nouvelles idées de façon collective. Donc, la première phase, qui est la phase la plus importante du design thinking, c'est la phase d'empathie. L'objectif, c'est de se mettre en empathie avec le ou les utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes une personne, je ne sais pas, si on prend mon cas, une jeune fille de 30 ans, et ben, vous allez essayer de vous mettre peut-être à la place d'un monsieur de 90 ans pour comprendre ses problématiques et trouver des idées qui correspondront vraiment à ces problématiques du quotidien. Donc, une fois cette phase empathie faite, vous allez pouvoir donc définir vraiment quelles sont ces problématiques, quels sont ses besoins et sur quelles thématiques vous pouvez l'aider avant de passer à la phase d'idéation, où là, vous allez essayer de trouver le plus d'idées possibles pour résoudre ces problèmes et répondre à ces besoins. Une fois que vous allez avoir généré énormément d'idées, il va falloir en sélectionner, donc les prioriser et sélectionner les idées les plus pertinentes et vérifier qu'elles marchent. Donc, après la phase d'idéation qui est au centre ici en rose, vous avez la phase de prototypage où là, le but, ça va être de prototyper très rapidement une idée pour pouvoir ensuite la tester auprès des utilisateurs et avoir un retour concret dessus. Le prototypage, c'est une phase très rapide. Si par exemple, vous développez une nouvelle application, le prototype de l'application, ça peut être de simples écrans, sans forcément toutes les fonctionnalités de l'application derrière, mais présenter les différents écrans du parcours utilisateur à des utilisateurs qui vous feront un feedback en disant bah là, moi, il me manque une étape, je ne comprends pas comment je fais pour m'inscrire ou autre. Et cette démarche, elle est avant tout itérative. C'est-à-dire quand vous allez tester vos idées, vous allez récupérer tout un tas d'informations, tout un tas de retours que vous allez pouvoir réinjecter dans votre machine de design thinking pour trouver de nouvelles idées ou peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des utilisateurs auxquels vous n'aviez pas pensé et vous allez vous remettre dans une phase d'empathie avec ces utilisateurs. Concrètement, comment cela prend forme dans le travail du quotidien de chacun? Vous pouvez passer ces différentes étapes seul, mais bien sûr, ce qu'on conseille, c'est de le faire de façon collaborative avec d'autres personnes. C'est pour ça que souvent, on utilise le design thinking lors d'ateliers type hackathon. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est la démarche que vous voyez sur Mural, ces différents outils qui vont passer par les différentes phases que je viens de vous présenter. Et lors de ces ateliers, le facteur clé de succès, c'est de varier les profils. Donc, de varier des profils. Éventuellement, si vous voulez travailler que au sein de votre startup, vous êtes quelques-uns, varier les profils. Donc, c'est-à-dire peut-être que vous avez une personne R&D, une personne commerce, déjà confronter les avis, mais aussi vous enrichir de l'extérieur, donc d'éventuels porteurs de projets, des étudiants, des partenaires, des chercheurs, des utilisateurs, des entrepreneurs. Vraiment venir s'enrichir de profils pluridisciplinaires pour travailler en groupe
Et l'intérêt de participer à un atelier, à un challenge et de réaliser ça dans un cadre avec des facilitateurs, c'est que vous n'êtes pas garant de la méthodologie. C'est les facilitateurs qui vont mettre en place la méthodologie la plus adéquate pour vous faire réfléchir. Et vous, en tant que participant dans ces groupes pluridisciplinaires, vous allez juste vous faire porter d'outil en outil qui vont vous permettre de mettre en avant le plus d'idées possibles. Donc, les bénéfices d'organiser un atelier de ce type-là, c'est déjà pour les startups et pour les autres participants de pouvoir bénéficier de compétences externes et pluridisciplinaires pour trouver de nouvelles idées et aussi s'enrichir personnellement. Vous allez pouvoir aussi initier des partenariats stratégiques avec des personnes de votre équipe, avec d'autres contacts lors du hackathon ou avec des personnes de l'extérieur que vous allez contacter pendant ces 2 jours. Ça va permettre aussi de croiser les expériences et les idées pour co-créer et pouvoir accéder à de nouveaux produits, à de nouveaux services, venir améliorer votre solution ou tout simplement trouver des solutions si vous en êtes qu'au tout début de votre projet. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on utilise le design thinking dans des ateliers de ce type-là, on atteint des résultats très rapidement et des résultats qualitatifs très rapidement. C'est-à-dire qu'on va certes avoir beaucoup d'idées, mais on va venir les sélectionner, on va venir les creuser sur des temps très courts, ce qui va vous permettre de rebondir. Globalement, on se dit, bon, il y a beaucoup de créativité dans le design thinking et on entend souvent dire, moi, je suis pas une personne créative, je ne sais pas faire de dessin. C'est vrai que c'est souvent associé, je ne sais pas, aux travaux manuels ou aux choses comme ça, la créativité. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne naît créatif, tout le monde peut devenir créatif et c'est absolument comme tout, il suffit de s'entraîner. Et pour ça, il suffit de s'entraîner avec des outils. Donc, par exemple, si vous voulez devenir très, très fort en Sudoku, vous allez faire tout un tas de grilles de Sudoku. Là, c'est pareil. Quand vous allez être face à une problématique, au lieu d'y réfléchir seul dans votre coin avec des méthodologies standards, vous allez pouvoir essayer d'appliquer le design thinking et d'utiliser des outils de créativité. Donc, il en existe plein disponibles. Et il existe aussi des professionnels pour vous orienter. Quand je dis outil de créativité, par exemple, pour la phase d'empathie, ça peut être un outil qu'on appelle la carte d'empathie ou Empathie Map, qui permet de se mettre à la place de l'utilisateur en analysant ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il dit, ce qu'il pense autour d'un sujet pour venir cerner ses problématiques et ses besoins autour de ce sujet. Pour trouver de nouvelles idées, vous avez déjà peut-être sûrement tous fait des brainstorming dans votre vie, donc des nuages d'idées. Vous pouvez aussi utiliser un outil qui s'appelle le détour analogique. Donc, faire l'analogie entre votre sujet et un sujet connexe qui aurait un peu le même mode de fonctionnement. Donc, par exemple, si là, on parle de santé mentale, vous allez peut-être pouvoir faire l'analogie avec un autre domaine de la santé qui va vous permettre de vous inspirer de cet autre domaine. Et une fois qu'on fait un prototype, un test, vous êtes quand même dans la démarche de l'entrepreneuriat en montant vos startups, ça peut aussi se traduire à travers des plans d'action. Si par exemple, vous devez aller chercher des sponsors, que ce soit des sponsors financiers ou des sponsors pour vous aider à développer votre startup, vous allez pouvoir mettre en place des plans d'action que vous allez venir faire challenger par des professionnels, des personnes qui ont plus d'expérience et qui va vous permettre d'améliorer votre mode de fonctionnement. Donc, pour chacune de ces phases, il existe donc différents outils qui peuvent vous aider à, à sortir de votre zone de confort. Je vous ai mis quelques images pour que vous ayez des exemples, parce qu'aujourd'hui, on fait l'activité à distance, mais on peut aussi faire ce genre d'atelier en présentiel. Et si on avait pu tous se retrouver en présentiel, notre meilleur ami serait devenu un paquet de post-it. Et voilà un peu ce que ça peut donner. Donc, vous pouvez voir un peu des prototypages très rapides faits avec du papier, du carton ou des matrices de priorisation, ou des choses, des exercices qu'on peut utiliser tout au long du design thinking. Comme on l'a vu, c'est un travail collaboratif. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est penser qu'il y a des bonnes pratiques lors d'un atelier à avoir en tant qu'individu dans un travail de groupe. Ces bonnes pratiques,
c'est un peu du bon sens, hein. C'est des choses qu'on a déjà tous entendues, mais c'est toujours intéressant de les réentendre et de les revoir. Donc, la première règle à s'imposer, c'est d'écouter avec attention les autres personnes de votre groupe, tout simplement parce que vous n'avez pas le même passif, que vous n'avez pas les mêmes connaissances en arrivant. Et du coup, même si des fois il y a des questions qui peuvent paraître naïves, pour vous, spécialistes du domaine, elles vous réinterrogeront. Et surtout, tout ce qui est dit peut être un plus pour pouvoir rebondir et trouver de nouvelles idées et aller chercher quelque chose d'enrichissant pour vos solutions. De cette écoute en découle le fait qu'il faut parler avec intention cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez prendre la parole, c'est pour apporter quelque chose au débat. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, on a une super idée, on va la dire à tout le groupe, et ensuite, on va avoir tendance à rester bloqué sur cette idée. Donc, une autre personne va parler et on va vouloir ramener cette idée sur le devant de la discussion. Et ça, on perd cet aspect écouter avec attention et parler avec intention. Si votre idée, elle est dite, elle est posée sur papier, vous pouvez passer à autre chose. La troisième bonne pratique, c'est d'être bienveillant vis-à-vis de toutes les contributions. Donc, il n'existe pas de mauvaises idées, comme on a vu tout à l'heure, même une question très naïve peut vous apporter. Des fois, une idée qui serait hors sujet peut montrer aussi qu'il y a de l'incompréhension de la part d'autrui. Et du coup, cette incompréhension, elle est peut-être partagée avec d'autres personnes. Donc, ça vous apprendra qu'il faut faut peut-être tourner les choses différemment, être plus pédagogue. Donc, on en tire du positif de tout. Et surtout, encourager le oui est plutôt que le non mais ou même le oui mais. Donc là, je vous invite, si vous dites non, non, je suis une personne super positive, je rebondis toujours, je dis toujours oui et je vous invite du coup sur l'après-midi ou même sur une journée, n'importe quand, à mettre un petit trait sur une feuille ou sur votre main où vous voulez, à chaque fois que vous allez employer la formulation non mais ou oui mais. Et vous allez vous rendre compte à la fin de la journée qu'en fait, inconsciemment, on le fait tous énormément et que ça peut venir bloquer des personnes et des idées. Et pour finir, la dernière bonne pratique, c'est d'encourager et s'enrichir des différences. Donc dans vos groupes, pensez bien à tous interagir. Si vous voyez que certaines personnes ont du mal à s'exprimer, ont du mal à prendre la parole, ont du mal à donner leur avis, vous pouvez privilégier des temps de travail individuels avant de passer à des partages collectifs. Ou si par exemple, il y a une personne qui est un peu plus en retrait, c'est le rôle aussi de chacun, si les facilitateurs ne sont pas là, de l'interroger et d'aller creuser un petit peu pour avoir aussi son point de vue parce que, justement, sa vision est différente et peut, beaucoup apporter. Donc voilà pour les bonnes pratiques, hein, qui relèvent du bon sens, comme on disait. Pour finir, donc je vois qu'il est, 13h40. Il me reste peu de temps. Je voulais vous donner 2 exemples où le design thinking nous a permis de sortir, des idées, enfin d'avancer dans des situations qui étaient, bloquées et des exemples qui aujourd'hui ne sont pas en lien avec la santé mentale pour vous montrer que, ça peut vraiment trouver son application dans toutes vos problématiques au quotidien. Donc le premier exemple, c'est, un atelier que j'ai réalisé en présentiel sur une problématique purement organisationnelle. Cette entreprise, c'était un service où il y avait, des rapports hiérarchiques, donc ils étaient 15. Il y avait 3 managers et globalement, en dessous, c'était que des ingénieurs. La problématique, c'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir une vision commune, ils n'arrivaient pas clairement à savoir qui travaillait sur quoi, ils n'arrivaient pas clairement à s'organiser d'une semaine à l'autre et les managers avaient vraiment besoin de cette vision pour aller ensuite, porter, les sujets, auprès de leurs propres managers. Donc, à travers une demi-journée de travail collaboratif, on a mis en place une solution de management visuel, donc une solution d'organisation qui convenait à tous, en écoutant les besoins de tous et en se passant des problématiques hiérarchiques. Donc, pour que tout le monde puisse vraiment s'exprimer, on a appliqué tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc des outils créatifs dans une démarche de design thinking, en adoptant les bonnes pratiques d'un travail collaboratif. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était pour un projet collaboratif avec, Chip Studio et l'Ifremer sur, le bateau océanographique du futur.
Donc un projet collaboratif comme aujourd'hui, ce hackathon, où là, cette fois-ci, on avait 20 participants et les problématiques étaient très techniques sur justement comment développer ce futur bateau océanographique. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, on est varié les profils des personnes qui participaient en mélangeant des ingénieurs qui allaient développer le bateau, des chercheurs qui allaient exploiter le bateau pour leurs recherches scientifiques et des navigants qui sont les opérateurs et utilisateurs au quotidien de ces navires. Et en se mettant à la place de chacun, en prenant en compte les problématiques de chaque utilisateur, on est arrivé à des solutions qui, j'espère, nous les verrons sur les bateaux de demain. Voilà donc pour cette présentation que j'ai essayé de rendre succincte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions parmi tous ceux qui nous écoutent? On peut peut-être se permettre 1 ou 2 questions avant de finir. Oui, si c'est possible d'avoir des précisions sur ce que vous avez montré sur la créativité en images. On a vu qu'il y avait la matrice de priorisation, mais il y avait d'autres éléments. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors comme on a vu ici, dans chaque phase de l'atelier, on utilise des outils différents, donc je vous remets juste ça. Donc la matrice de priorisation, souvent, ça va venir arriver juste après la phase d'idéation. On va avoir beaucoup d'idées, on va essayer d'en sélectionner une. Ensuite, on avait à droite la métaphore du speedboat. Donc en fait, le but ici, c'était de venir un peu chercher, lorsqu'on est sur un navire, on part d'un point A avec pour objectif d'arriver à un point B. Et pour pouvoir faire ce chemin, il faut passer par différentes étapes et penser qu'il va y avoir différentes difficultés. Donc, on est venu lister en fait quels étaient nos objectifs, comment le faire concrètement, quelles sont les étapes à prendre en compte et quelles sont les problématiques à prendre en compte. La product box que vous voyez en bas à gauche, c'était pour un atelier qui avait pour objectif de venir aider une association, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Léo Lagrange. Et ils avaient une problématique, donc on était plusieurs groupes. On a répondu à cette problématique et en fait, pour avoir un visuel à présenter au jury qui allait sélectionner la meilleure idée, on a fait une sorte de prototype en carton et en papier qui venait reprendre tous les éléments clés de notre idée. C'est parce que c'était une problématique non technique, c'était vraiment une problématique de mode de fonctionnement. Et ensuite, vous avez la partie prototypage, donc, qui est l'image qu'on a appelée prototypage, qui sont plus les résultats d'un atelier pour le polymère Méditerranée. Où là, on est venu, voilà, on a à gauche l'explication de la solution et à droite toutes les spécificités de cette solution qui ont été trouvées par les participants. Et pour finir, on vous a juste mis un petit retour d'expérience sur une notation d'un atelier pour savoir comment ils avaient vécu cet atelier en distanciel. Voilà, pour vous dire que souvent, on a des personnes qui, au début de la journée, n'ont jamais participé à ce genre d'atelier et se disent, bon, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va vraiment arriver à des résultats concrets? Et en général, on se retrouve avec des résultats où ils se sont rendus compte en pratiquant la démarche qu'on pouvait atteindre des résultats tout à fait satisfaisants et très enrichissants. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, merci. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas, je serai disponible. Et puis, je vous laisse retourner du coup dans vos équipes pour reprendre le travail collaboratif.